Bonjour à tous. Démarrons cette session ensemble. Thierry Aubert, je dirige les opérations de Médiatek. Je reviendrai sur Médiatek dans quelques instants, en quelques mots. Le plus important, c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. On a pu échanger les uns et les autres au cours de ce salon sur notamment toutes les problématiques de voix du client. Comment est-ce qu'on recueille cette voix? Comment est-ce qu'on l'exploite? Qu'est-ce que l'on en fait? Ce que je retiens des échanges que j'ai pu avoir également, c'est en fait aujourd'hui l'enjeu s'est complètement déplacé sur le qu'est-ce que l'on fait de cette voix du client, comment est-ce qu'on la transforme en action qui soit tangible à la fois pour vos organisations, tangible pour votre business et tangible pour vos clients directement, pour qu'eux voient la différence entre avant et après. Et donc on est ravis d'accueillir sur cette session Sarah Bessman qui représente Europcar, qu'elle présentera. Et qui partagera avec nous comment ils ont structuré une démarche, comment ils ont structuré un programme pour pas seulement, je dirais, monitorer, piloter le fameux NPS, mais vraiment transformer l'organisation et avoir un impact. Et tout ceci requiert un peu d'outillage, donc on pourra partager également dans quelle mesure tant Médiatek que Proxem, qui est représenté ici par François Régis, qui dirige la société, peuvent venir contribuer à aider ces grandes organisations à mettre en place une démarche vraiment de première classe en termes de pilotage de l'expérience client. Je vais démarrer en vous donnant 2-3 mots à propos de Médiatek pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou pas suffisamment. Naturellement, on sera disponible pour répondre à d'autres questions ensuite. Et puis, je vais laisser ensuite Sarah et François se présenter et présenter leur société, leurs activités. Médiatek, qui sommes-nous? Éditeur de logiciels d'une plateforme de gestion de la voix du client qui s'appelle Instant Experience. Qu'est-ce que permet de faire cette plateforme? Tout simplement, elle vous permet d'automatiser, d'industrialiser à très grande échelle un process de mesure, d'analyse et surtout d'exploitation opérationnelle du feedback client. Qui sont nos clients? Des grands acteurs du service, du voyage, du transport, Europcar, Air France, des grands acteurs de l'assurance et des services financiers, des gens comme Allianz, des gens comme Malakoff Médéric, des grands acteurs de tout ce qui relève des transports de personnes également. J'ai évoqué le cas d'Air France, Cardiff sur la partie services financiers également, etc. Pour démarrer cet échange, je laisse la parole à Sarah qui va nous présenter très très rapidement son rôle au sein d'Europcar et donner quelques grands chiffres à propos d'Europcar qu'on connaît souvent avec la terminologie de loueur de voitures, mais on voit que c'est autre chose, en tout cas que la vision va au-delà de la location de véhicules. Et François ensuite. Sarah ? Merci Thierry, bonjour à tous. Donc Sarah Bessman, je suis en charge de la satisfaction client au sein du groupe Europcar, donc au sein du département digital, marketing et relations clients. Mon rôle donc, en tant que responsable de la satisfaction client est d'améliorer la satisfaction de nos différents clients sur tout le parcours. Et je suis particulièrement en charge d'un programme stratégique d'amélioration et de voix du client, dont je vais vous parler au cours de cette conférence. Europcar, donc, comme disait Thierry, effectivement, nous sommes un loueur de voitures. Et plus globalement, c'est mieux comme ça ? Donc Europcar International, nous sommes présents dans 130 pays et plus particulièrement au sein de 11 pays qui nous sont propres. Nous sommes donc un loueur de voitures et plus globalement un acteur de la mobilité au travers de nos différentes filiales. Nous sommes présents sur un territoire de à peu près 4000 agences en propre sur lesquelles donc, nous louons différents véhicules. Donc des agences qui nous appartiennent et des agences franchisées qui rendent aussi l'expérience client intéressante et challenging pour répondre à nos différents clients. Donc, je reviendrai peut-être en détail sur nos challenges dans un second temps. Bonjour, François Chouat-Martin, Proxem. Alors, nous sommes un acteur de la data, plus précisément de l'intelligence artificielle, et notre métier, c'est de transformer du texte, écrit par des humains, écrit par des consommateurs, par des collaborateurs, en data sur laquelle on peut faire du calcul. Par exemple, faire du calcul de corrélation, faire du calcul de série temporelle pour voir comment les choses évoluent. Et quel est l'intérêt ? Vous voyez, quand on a un questionnaire NPS, on sait si les gens sont contents ou pas, mais en analysant la question ouverte qui est associée, on détermine pourquoi les gens sont contents.
Et dans des environnements globaux, multinationaux, comme c'est le cas d'Europecar, le fait d'arriver à analyser simultanément ce que disent les consommateurs dans une dizaine de langues, eh bien, ça permet également de capturer des spécificités culturelles et des spécificités de marché. Et là où il y a un petit paradoxe dans ce qu'on appelle l'analyse sémantique, c'est de se rendre compte à quel point c'est compliqué à faire. C'est vraiment une branche de l'intelligence artificielle. Nous, en tant qu'humains, comme on est en train de le faire, on se parle et on se comprend, à peu près, hein, modulo l'humour, modulo la dérision, etc. Mais pour la machine dont la langue maternelle, c'est des 0 et des 1, c'est très très compliqué. Et donc, comprendre du langage humain, ce qui marche bien de nos jours, c'est des techniques très complexes à base de réseaux de neurones. Et donc, nous, ce que l'on fait, c'est fabriquer un moteur d'analyse. Et comme tous les bons moteurs, il est invisible en étant sous le capot. Alors, on a conçu cette session cet après-midi comme plus une discussion, alors pas forcément entre nous, mais surtout avec vous. Donc, on n'a pas prévu de vous abreuver avec un nombre de slides important et rébarbatif. On va plutôt essayer de partager un retour d'expérience sur ce qui a été mis en place par Europcar. On a prévu du temps pour un échange de questions-réponses en fin de session. Et puis on sera naturellement disponible juste en face sur le stand de Proxem pour si jamais on manque de temps pour répondre à toutes les questions et pour poursuivre la discussion si vous le souhaitez. Peut-être que la première question pour lancer cette discussion, je souhaiterais la mettre sur la jeunesse du projet. C'est important de comprendre effectivement qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, quels sont les challenges. Mais on sait tous que c'est parfois difficile. Ça peut être un challenge en soi de lancer un projet. Sarah, est-ce que vous pouvez partager avec nous quel était le contexte qui a finalement enclenché le lancement du projet que vous avez démarré, quels en sont les objectifs et comment est-ce que finalement ce projet s'est initié il y a maintenant, ça fera bientôt 1 an. Donc on a lancé le programme cet été. Quelques éléments déjà de contexte sur notre métier et sur effectivement le lancement du programme. Notre expérience client au sein d'Europcar International, elle a quelques spécificités, mais comme dans l'industrie. Le premier, c'est que notre clientèle, elle est diverse. Nous avons des clients publics, B2C, et des clients B2B. Donc effectivement, un parcours d'achat qui peut être fragmenté. Vous allez souvent louer votre voiture au travers des Gencia ou de Carlson ou pour votre week-end directement sur le site. Donc autant de challenges pour avoir une expérience client qui est homogène et qui est la meilleure possible. Le second point, c'est que notre business nos opérations se font dans une très large partie au sein d'aéroports. On loue sa voiture à l'aéroport Charles de Gaulle, l'aéroport de Lisbonne ou d'autres exemples. Ce qui fait que du coup, notre expérience client, elle se traduit souvent à l'issue de certaines autres étapes que nous ne maîtrise pas. Est-ce que l'avion a été en retard ? Aucune référence à l'actualité, mais effectivement, est-ce que tout s'est bien passé sur toutes les étapes d'avant ? Donc voilà, notre expérience client, elle génère un certain nombre d'émotions pour le client. Et le troisième élément de contexte également, c'est qu'on a un parcours client ou une récurrence d'achat de nos clients sur l'année qui va être plutôt faible. On ne va pas louer une voiture toutes les semaines. Donc il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Pourquoi on a démarré le programme au mois de juillet essentiellement vraiment pour améliorer donc, toute la satisfaction de notre client de A à Z, de l'intention d'achat jusqu'au réachat. Le premier point, c'est qu'on est pas mal chahuté par de nouveaux entrants, comme tous, de nouveaux entrants qui se sont saisis des outils digitaux, qui ont bien compris comment simplifier l'offre et comment offrir une autonomie aux clients. Là où nous, on doit se faire force d'être compétitifs. C'est le premier point, donc de nouveaux entrants qui nous forcent et qui sont parfaitement alignés aux nouvelles attentes de nos clients, qui veulent être plus autonomes, qui veulent moins attendre. Le deuxième élément, c'est que notre organisation doit parfaitement se repenser pour être centrée client. Une anecdote que je peux partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est alignés, centrés sur nos process internes, sur nos opérations. Par exemple, on va parler de check-in et de check-out, comme dans le secteur du voyage, dans l'hôtellerie par exemple, dans l'aérien, à la différence que, contrairement à l'aérien,
on a souvent parlé de check-in, check-out chez nous comme le mouvement de la voiture. La voiture, la prise du véhicule, c'était le check-out. Et le retour du véhicule, c'est le check-in. Donc vous voyez, au travers de ces éléments de langage-là, c'est des choses que du coup on fait évoluer en interne pour que jusque dans les éléments de langage qu'on utilise dans nos opérations et dans nos langages internes, qu'on se repense vraiment d'un point de vue client. Donc ce n'est pas un discours marketing, la centricité client, ça doit avoir lieu jusque dans les termes qu'on utilise. Et puis la genèse du programme, c'est aussi le fait qu'on a des points de douleur sur notre parcours client. Je l'ai dit, il est fragmenté, il est multiple, nos clients viennent de partout. On a un métier complexe, il faut que la voiture, elle soit là au bon moment, que ce soit la bonne voiture pour le bon client. Donc forcément, avec des saisonnalités. Donc forcément des points de douleur. Et ces points de douleur, on les connaissait au sens large au travers de notre Net Promoter Score, du NPS, que l'on mesure depuis 2011. Donc maintenant, il fallait passer à l'étape d'après et pouvoir avoir un programme qui soit solide, référent en interne, précis pour refocaliser les énergies en interne pour passer à l'action. Alors ça, c'est ce qui a déclenché ce programme. Est-ce que tu peux nous décrire finalement les grands piliers de ce programme sur le fait, et le socle finalement de ce programme que vous avez déployé? Ce programme de voix du client, donc on l'a déployé l'été dernier, comme je vous le disais. L'enjeu, c'est vraiment d'améliorer la satisfaction à chaque étape et de faire en sorte que tous les projets ou toutes les initiatives menées par le groupe proviennent de la voix du client et non plus d'une volonté d'un chef de projet, d'une direction qui émane de l'interne. Pour ça, le programme vise donc à mesurer cette voix du client et à améliorer la satisfaction et à traiter vraiment la voix du client d'un bout à l'autre. Moi, je fais partie du département marketing et digital, mais je ne vais pas m'intéresser uniquement aux points de douleur de ce périmètre-là. Donc, on a vraiment une dimension parfaitement transverse et de pouvoir traiter d'un bout à l'autre du parcours. Donc, l'ADN du programme, c'est 3 piliers. Le premier, c'est très pragmatique, c'est résoudre les points de douleur. Aller chercher de résoudre chacun des points de douleur du parcours client existant. Le second, c'est d'engager tous nos employés et d'engager nos clients dans la démarche. Donc chaque employé a un rôle à jouer et pas uniquement celui qui est en frontline, en contact direct avec le client. Et ça, c'est vraiment un enseignement clé et un point de nouveauté clé au travers du programme. De vraiment sensibiliser quelqu'un qui est au service juridique, quelqu'un qui est au service e-commerce, quelqu'un qui travaille au département marketing, qui établit les offres mais qui n'est pas en contact avec le client, que chacun soit vraiment engagé, et je vais vous expliquer comment par la suite. Et puis engager nos clients aussi dans la démarche, faire en sorte qu'au-delà de juste les écouter, de les sonder, on va aussi les faire collaborer dans l'amélioration de nos services. Et le troisième point, c'est vraiment diffuser du coup. Pour faire ça, il faut diffuser la voix du client. Ne pas la garder que dans son propre service pour son tableau de bord. Elle était diffusée jusqu'à présent uniquement au sein de ce qu'on va appeler les opérations chez nous. Les opérations, ce sont le staff qui est derrière le comptoir, dans les parkings, le staff qui est en contact direct physique avec le client. Le point là, c'est de pouvoir vraiment diffuser la voix du client à tout le monde, du back-office du front-office jusqu'au back-office. Donc ce programme de voix du client, ces 3 piliers-là, lancés du coup cet été, à date, on commence à voir, et je vais vous expliquer les premiers résultats des actions. En tout cas, les enseignements que je souhaite partager aussi sur cette mise en place. Le premier, c'est l'annonce de programme par notre CEO directement, qui a eu un impact clé. Voilà, on a vraiment un programme qui est stratégique, qui est sponsorisé directement par notre CEO, par notre PDG. Et le deuxième point, c'est qu'on traite vraiment la voix du client d'un bout à l'autre du parcours, sans y faire de silos ou en tout cas de poches d'expertise en fonction des différents domaines. Ce sont les 2 points clés sur la genèse du programme. Alors, ce programme, l'un des éléments qui moi, m'a marqué quand on a démarré nos discussions sur le sujet, c'est que ce programme, il a été démarré, je dirais presque sans outils, ou en tout cas avec peu d'outillage, avec une approche qui était extrêmement opérationnelle,
où vous aviez commencé à remonter des irritants clients de par différents canaux que vous aviez lors des enquêtes, des forums, des réclamations, des réseaux sociaux, etc. Et vous aviez screené manuellement des centaines de retours clients, construit une priorisation, mis en place des débuts de plans d'action sur les sujets les plus prioritaires. Et est venue ensuite la phase où vous avez souhaité, je dirais, industrialiser la démarche et donc choisir un minimum d'outillage pour à la fois passer à la vitesse supérieure en termes de bande passante et puis être plus efficace pour pouvoir automatiser tous ces traitements, je dirais, qui n'ont... C'est pas ces traitements eux-mêmes qui vont apporter de la valeur, mais ce qui va apporter de la valeur, c'est ce qu'on fait en termes d'amélioration structurelle ou ce qu'on fait en termes d'amélioration dans la manière dont l'organisation travaille. Qu'est-ce qu'il y a finalement, comment est-ce que vous vous y êtes pris et quels ont été les critères de choix importants pour vous dans finalement le choix de l'outillage en question pour permettre de passer cette vitesse supérieure? Effectivement, comme tu le disais Thierry, on a démarré le programme sans avoir forcément d'outils. Effectivement, l'analyse a été faite au début manuellement au travers des différentes sources de feedback. Ça nous donnait déjà une première capacité à travailler en interne, pouvoir aussi prouver des résultats. Et je pense que ça, c'était un point clé, de choisir des pain points, des points de douleur symboliques et de pouvoir montrer progressivement des résultats en interne pour générer vraiment une adhésion à tous les niveaux de l'entreprise. Je vous l'ai dit, on avait un Net Promoter Score qui était déjà en place, des feedbacks sur les réseaux sociaux, donc une mine d'or à travers différentes sources de feedback. Donc on a commencé déjà manuellement en les priorisant, en se disant quels sont les critères qui vont faire qu'on va choisir de s'attaquer à tel ou tel sujet et avoir un plan d'action. Regardez le volume, regardez l'impact sur la note du NPS, regardez des éléments comme ça. Et puis effectivement, on s'est dit qu'il nous fallait un outil pour pouvoir se focaliser sur les éléments importants, avoir vraiment aucun biais finalement et avoir une source tangible d'analyse de nos feedbacks clients. Puisque comme on travaille dans 11 pays différents aussi, les sources sont différentes et les disparités entre pays sont importantes également. Donc on a mené un appel d'offres auprès de différents prestataires et nous avons choisi Instant Experience de Mediatek. Premièrement, parce que la solution répondait à notre besoin. On est une société internationale, donc la crédibilité de la solution et des opérations de Mediatek à l'international était clé pour nous. Et puis les références à l'international également étaient importantes. Je pense aussi que ce qui a été clé pour notre choix, c'est la capacité de pouvoir être référent sur la voix du client, mais également de pouvoir manager, gérer des sondages. Puisque pour nous, on l'a vraiment vu, et je vous en parlerai dans une dynamique globale. On a la voix du client sur des sources qu'on obtient déjà au travers des réseaux sociaux, au travers des plaintes, au travers d'un NPS qui est géré par ailleurs. Mais la volonté pour nous était aussi de pouvoir manager, exactement centraliser et de manager différents sondages, d'améliorer la façon dont on sondait les clients. Donc il était important pour nous d'avoir un outil, et finalement sur le marché on en a trouvé peu, qui était capable à la fois d'agréger, de collecter, d'analyser la voix du client, mais aussi d'être référent et d'être expert sur les différents sondages moment ou sondage parcours client. Ce qu'il faut savoir, et pour moi un vrai enseignement après ces quelques mois-là, c'est de ne pas être naïf, c'est un vrai projet en interne. La collecte d'insights et le travail avec une solution de feedback management, pour qu'elle soit efficace, il faut la connecter. Donc aujourd'hui, voilà, ça a été un projet. C'est pas un projet lourd, mais c'est un projet à anticiper en termes de ressources internes. Connecter l'outil à Salesforce, par exemple, chez nous, connecter à son CRM, connecter à ses données clients, pour pouvoir vraiment automatiquement récolter et analyser la voix du client et fournir à nos équipes dans les différents pays un plus énorme qui est que la donnée elle est automatisée, elle est catégorisée. Elle a un plan de classement qui est aussi beaucoup plus centré sur le client, puisqu'avec les équipes Proxem, le plan de classement a été fait en fonction de verbatim existant du client. Donc ça nous a permis aussi de prouver cette centricité client et d'avoir des feedbacks qui remontent selon les mots utilisés par les clients et non pas selon nos expressions internes et notre jargon interne. Donc un vrai projet, mais un projet clé pour être crédible en interne à tous les niveaux,
pouvoir montrer du board jusqu'aux équipes opérationnelles, notamment IT, qui vont faire, que c'est ce sujet-là sur lequel on va travailler, ou ces sujets-là, et qu'on les priorise en fonction d'un critère clé, c'est le client. Voilà. On mène ce projet-là parce que la voix du client a été la voix du client quantifiée et analysée, j'insiste sur ce point-là, parce que sinon on peut se noyer dans les différents projets, fait en sorte que voilà, on refocus nos priorités et nos objectifs sur des éléments précis qui viennent du client et qui ne peuvent pas être challengés. Alors, on nous pose à nous, Mediatek, régulièrement la question, finalement, en quoi est-ce que vous êtes différent, vous, des nombreux acteurs qui existent dans le feedback management, et, en tout cas des nombreux fournisseurs de plateformes. Alors, on s'est nous posé la question, on a posé la question à nos clients, et puis on a également échangé avec des analystes comme le Gartner, par exemple. Et le Gartner a identifié environ 1000 solutions dans le monde qui proposent ce type de plateforme. Et finalement, ils en ont choisi une vingtaine, dont 4 en Europe, et on en fait partie. Et ce qui fait qu'ils ont retenu Mediatek dans cette sélection, ça a été finalement trois éléments qui nous semblent essentiels dans le fait de venir être un bon support en tant que fournisseur de plateforme à des projets de ce type-là. Le premier de ces 3 éléments, c'est la capacité à industrialiser. Effectivement, le projet, il avait démarré avant que Mediatek n'arrive, et heureusement, je dirais, ça a beaucoup aidé le projet. Mais ce que permet une plateforme, c'est d'industrialiser. Alors, quand on dit industrialiser, c'est industrialiser les flux de données pour remonter le feedback client, c'est industrialiser la diffusion du feedback client au sein de l'organisation. Quand on veut diffuser le feedback auprès de milliers d'utilisateurs, on parlait de 4000 stations Europcar dans le monde, si on veut que chacun ait en quasi-temps réel le feedback qui lui importe, ça demande un outillage qui assure que les bonnes données en temps réel sont montées aux bonnes personnes pour que le responsable de la station puisse bien identifier qui doit dans son équipe progresser sur tel ou tel sujet, par exemple. Industrialiser, c'est également industrialiser le rebond et le réengagement des clients, ce qu'on appelle le close the loop, le rappel des détracteurs, etc. Encore fréquemment ce matin, ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, c'est c'est super, on a mis en place des alertes. Donc très bien, en gros, on envoie des bouteilles à la mer en disant un client est insatisfait pour telle raison. Derrière, ça, ce n'est pas industrialisé. Ça, c'est juste, en gros, se dédouaner de quelque chose. Industrialisé, c'est on s'assure qu'il y a un vrai process et qu'à grande échelle, on est en mesure de tracer est-ce que ces détracteurs ont été recontactés ou pas, quelle est l'issue de ce recontact. Tout ceci, une plateforme de feedback management doit permettre de gérer ça. Alors, industrialiser, c'est le premier point. Le second point, c'est la souplesse. La souplesse pour répondre à 2 enjeux essentiels. Quand on est sur des projets de la taille d'une organisation telle qu'Europcar, tous les pays ne sont pas égaux. Et même dans un pays, toutes les stations n'ont pas les mêmes problématiques. La station de Charles de Gaulle n'a pas la même problématique qu'une station en province dans un endroit qui est moins fréquenté. Et donc, c'est important de pouvoir avoir une solution qui va s'adapter finalement aux contraintes, aux spécificités, qui va permettre de prendre en compte le fait que le process d'un franchisé dans certains pays du monde va éventuellement être différent des process core de Europcar dans les pays entre guillemets domestiques, les fameux 11 pays qui sont managés en propre. Donc tout ceci, c'est extrêmement important, et la souplesse, c'est également important, puisque si on veut que la solution soit appropriée par les opérationnels, eh bien, il faut qu'elle reflète leurs enjeux du moment. Si la solution elle a été pensée une fois pour toutes pour fonctionner sans changement pendant 5 ans, dans la pratique, on va avoir 3 mois de bonheur et 4 ans, 9 mois de souffrance des opérationnels qui auront une solution qui sera décalée par rapport à leurs besoins. Donc il faut que la solution soit souple pour faire facilement évoluer les enquêtes, les flux, les réclamations qu'on va remonter à l'intérieur, et facilement surtout évoluer les dashboards, les rapports, les analyses qui vont leur être proposés pour que ça réponde à leurs besoins. Le troisième élément, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est l'intelligence artificielle dans la pratique. L'objectif va être ici de venir enrichir ce que peuvent faire des opérationnels au quotidien, de leur donner accès à des insights qu'ils n'auraient pas eu précédemment. Je vais prendre juste un exemple. Précédemment, si on voulait analyser les drivers de la satisfaction ou de la recommandation,
Eh bien, la démarche classique, c'était de faire appel à un institut d'études, c'était de faire appel à un cabinet de conseil en data science, etc., ou de faire appel à des équipes internes. Ça, c'est très bien quand on est en centrale, mais si moi, je suis responsable d'une région chez Europcar en France ou ailleurs, je n'ai pas accès à ces ressources-là. Et donc, ce que peut apporter une plateforme, c'est la capacité à avoir un outil qui automatise des traitements, des analyses qui étaient effectuées précédemment manuellement, qui pouvaient être coûteuses et qui, dans la pratique, étaient juste inaccessibles. Et là, on leur permet d'avoir un certain niveau d'autonomie pour identifier localement ce sur quoi les uns et les autres vont pouvoir améliorer leur processus, leur organisation, comment ils vont pouvoir améliorer la manière dont ils travaillent également. C'est vraiment les 3 points qui nous semblent essentiels. Industrialisation, y compris à très très grande échelle, souplesse pour répondre aux spécificités des différentes mailles de votre organisation et pour évoluer dans le temps de manière extrêmement agile. Et puis troisièmement, l'intelligence pour pouvoir aller au-delà de juste faire plus, mais également faire mieux ce que vous êtes en train de faire. Alors, je voudrais passer la parole à François pour compléter un petit peu cet éclairage, puisque l'un des maillons essentiels du dispositif, c'est le fait d'être en mesure de traiter de manière optimale tout le feedback, tous les insights clients qualitatifs. On l'a dit, ces insights qui sont pilotés par Europcar, ce n'est pas que des enquêtes. Les enquêtes aujourd'hui, c'est même pas la majorité des insights. C'est également tout ce qui est issu des réclamations qui ont été reçues, tout ce qui est issu d'un certain nombre de captations faites sur différents forums ou réseaux sociaux. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir traiter ce feedback très qualitatif, ces insights très qualitatifs, à nouveau de manière industrialisée. Et si on veut atteindre cet objectif, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la seule manière de le faire, c'est par l'analyse sémantique. Et c'est un des ingrédients clés de ce projet. Mais en effet, l'analyse sémantique, c'est quelque chose de complexe. Au final, aujourd'hui, ce qui marche le mieux, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones qui essayent de répliquer un petit peu ce que l'on a entre les deux oreilles. Et à la base, c'est bourré de maths et de probabilités. Donc là, j'aurais pu vous montrer des formules de calcul complexes. C'est des maths de niveau maths.sp ou au-dessus. Donc on a chez nous notre petite équipe de R&D qui est justement là pour tester des algorithmes. Un facteur objectif de validation externe, c'est le nombre de publications scientifiques qu'on a. Aujourd'hui, on est leader français sur l'analyse sémantique. Ce n'est pas, disons, du marketing autopromotionnel, c'est juste, on a un facteur très clair, on a le plus de publications scientifiques. Pour essayer d'expliquer ça d'une façon beaucoup plus user-friendly, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à la machine d'abord des modèles de langue. On lui apprend le français, l'anglais, le portugais, le chinois, le russe. Et ça, on le fait souvent en partant d'1 milliard de mots écrits dans une langue, typiquement en récupérant des Wikipédia plus des flux de news, plus éventuellement des verbatim clients. Et ensuite, on va apprendre au système à apprendre la relation client d'une façon générale avec sa phraséologie. Et ensuite, on va le spécialiser pour une industrie, mettons l'industrie de la location de moyens de mobilité ou d'automobile, et ensuite spécifiquement pour Europcar. Et au final, en faisant passer donc plein de mots dans la machine, on va lui apprendre à inférer en contexte le sens d'un mot. Vous voyez, exactement comme nous on le fait avec notre vieux cerveau d'humain, un verbatim comme c'est schtroumpfant à la fin, chaque fois que je lave ma brouette il pleut, nous on va deviner que dans ce contexte-là, schtroumpfant ça veut dire agaçant, énervant, etc. Pour être un petit peu plus précis et en prenant un vrai avis de consommateur, un avis positif, eh bien on va chercher à faire 2 opérations. D'une part, avoir une compréhension locale du document, finalement en donnant des coups de stabilo-boss, pour venir comprendre localement un document. Et ensuite, alors tout ça il faut le faire sur mesure par rapport au problème à traiter, et ensuite en classant globalement le document dans un tiroir. Si on arrive à faire ça, on transforme un verbatim qui est une donnée non structurée, et donc quelque chose qui ne peut pas faire l'objet d'un calcul direct, en un petit paquet de data qui peut faire après l'objet d'une classification, de calcul de corrélation, qui permet de voir l'évolution dans le temps de certains phénomènes et de savoir non seulement si le client est content ou mécontent, mais pour quelles raisons. En regardant par exemple quels sont les métadatas que le système va sortir associés au très bon score NPS ou au contraire
au très mauvais score NPS ou en les corrélant avec des métadatas comme le centre Europcar concerné. Alors, où est-ce que c'est compliqué ces histoires? Juste pour illustrer ça sur un micro-exemple, en langue, on a des synonymes et des homonymes. C'est-à-dire qu'un mot peut avoir plusieurs sens, et de même, un sens peut être décrit par plusieurs mots. Vous voyez, quand on va parler par exemple de l'accès au compte client, on peut aussi bien dire j'ai oublié mon mot de passe, que j'ai oublié mon MDP, que j'ai oublié mon password, ou j'ai oublié mon code secret. Ou dans une phrase comme à mon avis, Europcar est bien meilleur que Avis, vous aurez peut-être remarqué qu'on a deux mots qui sont avis et avis qui s'écrivent de la même façon. On peut ne pas avoir mis la majuscule, et donc il faut qu'on lève l'ambiguïté lexicale en trouvant le bon sens du mot à chaque fois. Alors, classiquement, dans notre industrie, c'était uniquement les experts sémanticiens ou linguistes du prestataire qui étaient en mesure de faire ce type de paramétrage. On a bossé dur pendant 10 ans pour sortir l'an dernier la première solution qui permet à des utilisateurs métiers, c'est-à-dire à des gens du marketing par exemple, d'être autonomes pour faire leur propre paramétrage par rapport à leur corpus, où on peut évidemment nous les accompagner en faisant travailler nos équipes projet. Et aujourd'hui, on a toute une démarche qui permet, partant de millions de mots qu'on a dans le verbatim, d'aider à amorcer automatiquement le plan de classement, ou, donc ça, là on est en approche bottom-up, ou au contraire, partant du plan de classement que vous connaissez parce que vous êtes des experts de votre domaine, à venir regarder qu'est-ce qui apparaît vraiment dans les verbatims et avec une approche itérative. Et dernière petite difficulté, et notamment qui est mise en place dans le contexte Europcar, nous, en tant qu'humains, on sait faire plein de choses. Vous voyez, hein, c'est pas complètement demain que intelligence artificielle avec des guillemets va nous ubériser. Hein. Aujourd'hui, on va pas se mentir, ça reste plus artificiel qu'intelligent. C'est un petit peu rassurant. En revanche, les humains ont une petite faiblesse, c'est que généralement, on ne parle pas plus de 2 ou 3 langues. Et dans un monde globalisé, c'est intéressant d'arriver à capturer ce que c'est dit dans 11 pays, en traitant près de 10 langues. Bon, la langue suisse, hein, c'est un petit peu une vue de l'esprit, hein, mais d'arriver à faire tout ça simultanément. Alors, merci pour l'éclairage. On en arrive à ce qui est presque ma question préférée. C'est de tout ça, qu'est-ce qu'on en fait finalement, Sarah? Et le titre de la session, c'était on passe à l'action, ou quelque chose dans ce genre-là. Donc du coup, quelle action vous avez déclenchée? Quel résultat ça donne pour l'instant, même si c'est le début de l'histoire? Qu'est-ce qui est fait de tous ces feedbacks, et même après une analyse aussi précise que celle que l'on peut automatiser avec Proxem? Effectivement, l'enjeu, c'est de passer à l'action. C'est de se dire comment on peut avoir un programme voix du client qui soit pas uniquement un KPI et qui puisse effectivement transformer l'entreprise. Donc pour ça, on a mis au point une méthodologie sur laquelle on est assez solide et qui est devenue référente en interne pour pouvoir justement utiliser le feedback, passer à l'action et voir vraiment des effets à court et à moyen terme. Donc la voix du client, finalement, le feedback chez nous suit un cycle de vie. Et la méthode, elle repose sur 4 étapes clés. La première est la plus importante, de ce qu'on a appelé la phase de listen. On part de la voix du client, la voix du client quantifiée, et on l'analyse. Donc on part de la voix du client, d'un feedback, qu'il soit des réseaux sociaux, des plaintes, du NPS. On le quantifie, quel volume ça représente. Mais au-delà du volume, quel est l'impact? Si un client se plaint ou on a des plaintes au sujet de la facturation du carburant, au retour d'une voiture, quel impact cela a sur la note du NPS? Quel impact ça a sur le volume d'appel, sur la satisfaction? Donc on va vraiment partir à chaque fois de la voix du client quantifiée. Donc c'est à partir de ce moment-là, le feedback suit le cycle. Si on sélectionne un point de douleur en particulier par ses effets sur la voie sur la satisfaction client, on continue le cycle, et la deuxième étape chez nous s'appelle l'analyse. Et là, on va travailler avec une équipe d'experts en interne, complètement transverse, sur ce qu'on va appeler la cause racine. Travailler la cause racine. Et on va aller se demander plusieurs fois pourquoi telle situation arrive. Nos clients se plaignent de ne pas recevoir leur facture. Pourquoi ils ne reçoivent pas leur facture? Parce qu'on n'a pas leur adresse email. Donc pourquoi on n'a pas leur adresse email? Et ainsi de suite. Avoir vraiment une approche très sérieuse et systémique sur l'analyse du problème. Et puis la troisième étape, celle de l'action, celle de ce qu'on va appeler fixe,
savoir quelles solutions on met en place. Et là encore, on priorise spécifiquement. L'idée, c'est de ne pas recréer un projet dans le projet ou un programme dans le programme. On va aller quantifier. On a quantifié la voix du client. À ce moment-là, on quantifie les effets. On va aller spécifiquement regarder là où on va apporter le plus de valeur au client ou répondre, fixer la majeure partie, soit la majeure partie du problème, soit pour la majeure partie de nos clients. Donc ça, c'est l'étape de fixe. Et la quatrième, et ça, c'est un enseignement clé pour moi ces derniers mois, la quatrième, on l'a appelée share, donc partager, communiquer. Et ça, c'est un enseignement puisque ce n'est pas une étape superflue. L'enseignement, c'est que la communication en interne et vis-à-vis de nos clients, elle est clé. Donc cette quatrième étape, elle consiste à analyser en quoi l'action a été bénéfique. Et c'est là qu'on a besoin d'instant experience aussi, qui nous a servi au début du cycle pour nous dire quels sont les points sur lesquels on va travailler. Et ben là, on reboucle et on se dit, maintenant, la nouvelle politique de carburant qu'on a mis en place, par exemple, quels ont été ses effets? Est-ce que les feedbacks négatifs sont moins importants? Et là, on a besoin de ces éléments-là pour prouver en interne que l'action a été bénéfique. Partager en interne, c'est aussi sur tout le cycle pour montrer les effets, l'avancement, et partager avec nos clients également les différentes avancées, les différentes actions. En tout cas, la dimension de communication interne, elle est clé. Nous, on a mis en place une sorte de réseau social interne pour pouvoir communiquer, et ça nous permet d'engager nos différents collaborateurs. Donc la visibilité interne, très forte. La méthode, un enjeu clé, puisque ça nous permet de montrer quels sont les éléments spécifiques sur lesquels il faut travailler. Ça vient de la voix du client, ça vient d'une analyse d'experts internes. Donc ça nous permet d'être vraiment solide sur les différents éléments à travailler. Et puis, ce qui est intéressant aussi depuis qu'on a commencé, et je vous donnerai 2 exemples, ça nous permet aussi, avec cette analyse de cause-racine, de root-cause, d'aller trouver, de mettre en perspective ou de challenger des process finalement qu'on faisait depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais qui n'avaient pas été pensés pour le client. On pensait la politique de dommages, la politique de carburant, la politique de facture pour nos process internes, mais jamais d'un point de vue client. Donc ça nous permet vraiment d'avoir toujours la chaise du client dans chacune des réunions et de penser client. Ça nous permet aussi de penser à des solutions nouvelles, avec une démarche comme ça, avec une méthode solide, de penser à des solutions nouvelles, à des problèmes finalement qu'on connaissait. On ne va pas aller découvrir de grandes choses, on va être plus précis, mais ça va nous permettre de déployer des solutions nouvelles à ces problèmes existants. Si je prends 2 exemples, ce programme de voix du client, il nous permet de travailler sur des sujets de fond, des sujets, ce qu'on va appeler core business, comme des sujets plus légers, mais qui ont l'avantage de pouvoir donner des résultats rapidement. Et donc on travaille sur ces 2 vitesses-là. Un projet de fond et des résultats rapides. Et comme le disait Thierry, on n'a pas attendu que l'outil soit en place, on a démarré les chantiers tout en parallèle pour justement générer de l'adhésion et de montrer que le programme délivre des résultats. Donc par exemple, on a travaillé sur 2 sujets prioritaires. Le premier, la voix du client nous a permis de détecter que nos clients pouvaient être insatisfaits lors du retour du véhicule, que le plein a été fait par le client, pourtant il se retrouve quand même facturé. Donc ça nous a permis d'aller vraiment mettre en place une nouvelle politique carburant, donc un vrai sujet core business, et de pouvoir déployer une offre, un parcours, une expérience qui soit centrée, qui soit beaucoup plus transparente pour le client. Donc là, on est vraiment sur un sujet core business. Et puis, en parallèle, et c'est ce qui nous a permis de décrocher un premier résultat rapide, c'est d'aller finalement centrer sur une communication email qui peut paraître comme pas clé pour le business, mais qui finalement est une vitrine et qui est un basique de l'expérience client. On avait des emails de réservation, de réservation qui restaient à confirmer, qui n'étaient absolument pas compréhensibles par le client et qui généraient des plaintes au comptoir. Donc typiquement, là, on est au milieu de 2 silos, en fait. Donc l'équipe marketing ou digital faisait pas forcément attention à cet email-là, et l'équipe opération qui était à l'origine, enfin qui était tributaire de ce problème-là, n'avait pas la main sur l'email. Donc la voix du client nous a permis vraiment de détecter un sujet qui était vraiment entre 2 canaux et de pouvoir s'y intéresser en particulier, et puis d'aller prioriser le développement pour le faire, pour l'améliorer. Donc ça aussi, c'est un élément clé. On a travaillé une gouvernance, et j'en reparlerai, avec des développements spécifiques, une roadmap de développement informatique spécifique au programme.
Donc voilà, donc ça nous permet vraiment de regarder sous un angle client et de pouvoir aller travailler sur des sujets core business comme des sujets plus légers liés à l'expérience client, mais qui sont tout aussi importants pour la satisfaction client pour nos satisfactions de nos clients. Bon, merci pour les quelques exemples, c'est toujours éclairant et illustratif. On sait que dans la pratique, ces actions, elles ne se font pas toutes seules. L'un des éléments clés sur ce type de dispositif, j'évoquais tout à l'heure le fait d'industrialiser à grande échelle, mais industrialiser, c'est également arriver à onboarder les utilisateurs, à les faire s'approprier finalement le dispositif dans l'ensemble de l'organisation. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez réussi ou comment est-ce que vous avez bien démarré en tout cas cette phase d'engagement de l'ensemble des équipes en interne? C'est pas toujours facile quand on est dans une structure ou groupe d'engager tous les pays, toutes les équipes opérationnelles. C'est quoi la recette? Effectivement, oui, c'est un challenge parce que comme tu le dis Thierry, on a différents pays. Chaque pays a sa spécificité. Et ils ont raison, hein, le business est différent qu'on soit en Allemagne ou dans les pays du Sud, hein, qui ont une clientèle et une saisonnalité différente. On touche à des domaines différents, le e-commerce, les opérations, l'informatique, on touche vraiment tout le monde fait partie de la démarche. Donc ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est déjà, moi j'ai recruté une équipe dédiée à ce sujet-là. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment une accélération, c'est vraiment un programme d'accélération. Pour moi, la finalité, c'est à partir du moment où chacun des départements l'aura pris en compte, cette démarche d'amélioration continue, et partira de la voie du client pour travailler sa roadmap, le programme pourra disparaître. En attendant, on a souhaité accélérer la démarche, accélérer les résultats, et pour ça, mettre en place une équipe dédiée à ça. Donc ça veut dire une équipe qui est dédiée à l'analyse de la voie du client, mais qui est aussi dédiée au plan d'action. Elle ne va pas se situer aux experts métiers, mais va les accompagner avec les ateliers, avec la créativité pour les solutions à mettre en place, le plan d'action, l'accompagnement, le change management. Donc voilà, 4 personnes qui sont dédiées à ça. Donc ça, c'est l'équipe en centrale qui est dédiée. Donc on retrouve des experts métiers qui vont travailler sur ces éléments-là. Un expert des opérations, un expert du customer service, un expert IT. Et comme on a différents pays, cette équipe dédiée, elle travaille avec un référent par pays, qu'on a appelé champion. Donc un champion de l'expérience client, champion de la satisfaction client. Ce champion-là, il a été nommé par le dirigeant du pays. Et son rôle, c'est vraiment de se faire l'écho de la voix du client au sein de tous les départements de son pays. Donc c'est un rôle vraiment clé, notamment pour justement aussi faciliter la mise en place de nouveaux process, de nouveaux produits qui répondent à la voix du client. Et puis, très, très concrètement, le sponsoring, j'en parlais au début, le sponsoring de la direction est clé. C'est-à-dire que la CEO est partie prenante du programme en tant que sponsor, mais parfois aussi donne son avis dans nos réunions. Et le programme est à l'agenda d'un... Je vais peut-être avoir du mal à courir la voix. Le programme est à l'agenda des comités, des COMEX, des comités exécutifs, des grands meetings de leadership au sein des différents pays, donc qui est régulièrement à l'agenda. Nul ne peut l'ignorer et nul ignorer son avancement. Donc ça, c'est un point vraiment clé. Et pourquoi c'est clé? Parce que du coup, la voix du client met en avant la nécessité de prendre des décisions stratégiques, de se dire ok, notre client pense comme ça, donc finalement, est-ce qu'il ne faut pas shifter notre stratégie, faire un investissement un peu différent? Donc on a besoin d'un niveau d'engagement des équipes qui nécessite l'engagement du management, mais aussi de la prise de décision. Et je pense que pour moi, ça, c'est un facteur clé de succès du programme. C'est que la décision, du coup, peut avoir une boucle courte et permet, tout en co-créant avec les pays, mais permet aussi de mettre en place des solutions assez rapidement. Et puis, cette gouvernance-là, elle est efficace, elle permet d'avoir des ateliers aussi transverses et puis de pouvoir travailler tous ensemble d'un bout à l'autre du parcours quand on travaille sur un sujet comme le carburant, comme la facture, qui finalement ont des ramifications partout dans l'entreprise. Ça permet que tout le monde soit engagé dans la démarche. Donc partager et puis travailler ensemble. Alors, même si
vous êtes encore dans une phase d'expansion de ce dispositif, de déploiement opérationnel sur le terrain dans tous ces pays, etc. Quels sont à date les premiers enseignements qu'on peut partager avec l'audience ici, à la fois sur la manière dont le projet finalement a été conduit et également sur les tout premiers résultats que vous avez commencé à observer et sur comment est-ce que tout le monde peut avoir des résultats ambitieux? Donc la méthode, je pense que c'était un des points clés. Je pense que ça commence à être bien suivi. Un des points importants, c'était d'avoir des résultats rapidement. Donc de choisir un point de douleur, un pain point issu de la voix du client qui soit emblématique. Donc on a choisi c'est un élément emblématique mais rapide à mettre en place, rapide à corriger. Donc c'est l'exemple de l'email de réservation qui posait problème au comptoir que j'ai pris. Qui nous a permis de prioriser le développement au travers des ressources dédiées et de pouvoir montrer très concrètement un résultat. Un résultat donc priorisé, un résultat aussi d'angle client, de choix du pain point, de choix aussi du retravail de l'expérience qui a été pensé par le client et de pouvoir en quelques mois mettre en place le programme et aussi livrer des résultats. Donc un résultat concret déjà livré, ça nous a permis de pouvoir gagner l'adhésion par la suite des différents contributeurs qui contribuent en interne sur le projet. Donc un résultat et puis l'engagement des différents pays qu'on a par la suite. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête, je ne vais pas parler de monologue, mais de trilogue que vous avez devant vous. Est-ce que vous avez des questions? Les prochaines étapes. Alors, un mot rapide sur les prochaines étapes. Mais non, mais je t'en prie, vas-y. Un mot rapide, parce que je pense que ça intéresse tout le monde également. Donc, les prochaines étapes en quelques mots. Oui, pour moi, c'était un point clé aussi de dire, des premiers résultats, la mise en place d'une méthode clé et d'engagement des collaborateurs, mais aussi un programme voix du client. C'est un bon moment pour se replonger aussi et repenser les différents sondages. On en parlait tout à l'heure, la voix du client, c'est pas uniquement les sondages, mais c'est également les différents sondages. Donc on a aussi profité du programme et de passer à l'action pour repenser comment on sondait nos clients et analyser tout le parcours client, étape par étape, de la réservation, la prise de véhicule, le retour après, les dimensions avec plus forte en émotion sur la facturation, pour se dire à chaque point et mettre en place maintenant différents sondages et du coup pouvoir, au travers de Médiathèque, sonder nos clients et directement analyser le feedback pour repenser, est-ce que le NPS suffit? Je ne crois pas, donc mettre en place un sondage sur l'interaction web, un sondage sur l'interaction avec notre customer service. Donc repenser les sondages. La deuxième étape, c'est aussi travailler plus avec nos clients. Donc on est en train de mettre en place, et on a déjà expérimenté, des ateliers avec des clients finaux pour travailler ces solutions avec eux, les tester avec eux, leur proposer certains éléments, leur recueillir plus largement leur feedback. Et puis on a parlé des premiers résultats, mais je pense que l'étape clé maintenant, c'est de pouvoir montrer des résultats aussi concrets sur le business, puisque on va pouvoir montrer des résultats sensibles sur les points de NPS gagnés, sur des projets délivrés un peu plus importants. Donc c'est ça, pour moi, les étapes clés à venir. Merci, ça aurait été dommage de zapper cette question. Est-ce que parmi vous, certains ont soit un avis à partager, soit une question? Je pense qu'on a très peu de temps, mais on peut peut-être prendre une ou deux interventions si vous le souhaitez. Oui. J'ai déjà parlé ce matin, mais je profite. Bonjour, monsieur Chaumartin. Je voulais, moi, avoir la réciprocité. On parle souvent de la voix des clients, mais la voix des employés. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'insérer à terme, surtout dans des métiers? Moi, je loue de temps en temps des voitures. Je pense que ça doit être riche aussi d'enseignement. Et si oui, la difficulté, c'est comment on les incite à remonter effectivement les irritants. Une excellente question et je vous remercie de la poser parce que je voulais en parler. Et c'est quelque chose auquel je suis particulièrement sensible parce qu'un employé, c'est un client.
c'est aussi effectivement clé. C'est aussi un client et c'est même un client éclairé. Au travers de la voix du client, on va avoir les feedbacks les plus importants, ceux qui sont parfois aussi sonnants et trébuchants, hein, ce qui vont vraiment l'inquiéter. Un employé va pouvoir avoir un œil peut-être parfois plus éclairé sur différents points de douleur et nous permettre de s'améliorer significativement. Donc pour moi, c'est clé. La façon dont on le travaille, c'est au travers de ce dont je parlais à l'instant sur la partie communauté. Moi, je reçois beaucoup de mails de différents collaborateurs, clients qui me disent « Ah, bah, j'ai loué le week-end dernier, il m'est arrivé ça, ça, ça ». Donc, c'est vrai que ça vient un peu dans tous les sens. Ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment, c'est un canal de remontée du feedback de l'employé en tant que client, mais également du feedback de ses idées pour pouvoir aussi l'engager. Donc, un employé, c'est un client, mais c'est aussi un client qui a des idées et qui peut aussi nous trouver des solutions. Et au-delà de son périmètre. Donc ça permet aussi de pouvoir l'engager. Donc là, on est en train de mettre en place une communauté digitale, donc un outil, une plateforme communautaire, où l'employé pourra faire sa remontée d'expérience, pouvoir nous soumettre ses idées et pouvoir devenir un top contributeur interne du programme. Merci. On va devoir libérer malheureusement la salle. Ce que je vous propose, nous avons quelques bulles au réfrigérateur juste en face. Donc, si vous voulez coupler à la fois l'utile, à savoir l'échange des questions-réponses, etc., à l'agréable avec une flûte de champagne à la main, il suffit de faire quelques mètres juste en face sur le stand de Proxem. On vous accueille et on peut poursuivre avec ceux qui le souhaitent les échanges et répondre aux éventuelles questions. Merci encore. Merci pour votre attention. Merci également à Sarah d'avoir partagé cette expérience extrêmement riche. Merci beaucoup.